Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult Technique, je suis Ker et je suis là aujourd'hui pour vous parler de Vikings, la fin de la saison 4. Je vous avais promis de faire une vidéo dessus, alors on enregistre assez tard donc je suis malheureusement un petit peu fatigué, mais je tenais à la faire tout de même, donc j'espère que ça ira. Alors si je regarde par là de temps en temps, c'est parce qu'il y a mes notes avec notamment le nom des personnages dessus, donc ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas en train de loucher. On va revenir donc sur la fin de la saison 4 qui s'est clôturée il y a quelques jours maintenant, saison 4 de Vikings qui aura été étonnante du début à la fin, avec un petit bémol pour moi à la fin, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais une saison 4 qui globalement a été pour moi très au-dessus de cette saison 3, si on touche un mot global comme ça sur cette saison. On a eu la première partie avec l'invasion française, enfin l'invasion française non, des Vikings, le raid des Français, le raid des Vikings en France, le retournement de veste de Rollo, on a eu bien évidemment cette ellipse temporelle qui a tout changé avec un Ragnar plus vieux en fin de vie, que l'on sentait souffrant après notamment avoir subi la défaite parisienne et puis cette période où il a été accro tout simplement aux drogues données par l'esclave qui était chinois je crois. Et on a eu cette ellipse avec l'arrivée de nouveaux personnages et notamment Ivar le désossé devenu jeune adulte, déjà personnage très charismatique et tout simplement incontrôlable. Et la dernière fois qu'on s'était parlé dans la vidéo, on était arrivé au moment où les fils de Ragnar, donc les jeunes, je vais pas trouver mon mot, Marcassin, voilà, devait se venger du vieux sanglier qui avait tant souffert. Donc le décès de Ragnar, tué par le roi Eil, après moult tortures données par le roi Egbert au roi Eil. Les Marcassins donc, ont décidé de se venger. Et quelle vengeance dans la précédente vidéo, on avait parlé notamment de la mort du roi Eil avec les ailes de l'ange. Une mort qui était quand même particulièrement violente. Et la suite, ça a été deux derniers épisodes, le 19 et le 18, non le 19 et le 20, pardon, qui auront également marqué avec beaucoup de faits. Alors le premier, et j'ai envie qu'on fasse par zone, ça sera plus simple pour moi de suivre le fil. On va commencer par Kattegat, puisque les fils de Ragnar sont partis, Lagertha est toujours aux commandes de la ville, mais notre ami Alf, alors je confonds de nom, voilà, Harald Fainheir a donc demandé à un jarl défiguré de donc préparer la prise de Kattegat en l'absence des fils de Ragnar. Et nous avons dans l'épisode 19 une bataille qui se déroule à Kattegat, qui est remportée par les Amazones de Lagertha, mais qui marque également ce que l'on croit être le décès de Torvi. Torvi qui est une des filles, une des vraies filles du créateur de la série Viking, donc Michael Hirst. Et on en reste là finalement avec Kattegat et Lagertha. J'ai envie de dire, on verra ça dans la saison 5 pour ce qui est de Kattegat. Mais en tout cas, Harald, lui, n'a pas réussi son coup. Et pire que ça, Astrid et Lagertha sont au courant que c'était lui qui était derrière ce complot. Le retour d'Harald, et il se fera puisqu'il le dit dans le dernier épisode, ce retour risque d'être compliqué. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo qui revient sur le trailer et les infos qu'on a sur la saison 5. Partons maintenant en Angleterre, puisque c'est là vraiment le cœur de ces deux derniers épisodes. Nous avons une bataille qui oppose les troupes d'Athelwulf, j'espère que je le dis bien, et les fils de Ragnar et leurs troupes. Les Vikings sont en nombre, les Anglais se font littéralement exploser. Alors un des grands points forts, je trouve, de ce double épisode, c'est justement Athelwulf qui, jusqu'à présent, était toujours le fils mis de côté, celui dont on piquait la femme, donc Judith, pour devenir la maîtresse du roi Egbert, celui qui était le commandant mais qui n'avait finalement pas l'amour ni la reconnaissance de son père. Il a complètement changé. D'abord, j'ai trouvé que le personnage était devenu très charismatique et touchant, et il a enfin cette reconnaissance de son père qui le nomme roi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important, le fait qu'il lui ait donné officiellement le pouvoir, puisque, bon, vous voyez où je veux en venir, c'est que lorsque Egbert signe le papier donnant des terres
aux Vikings de Bjorn, et ben ce papier n'a finalement aucune valeur légale, puisque à ce moment-là, Egbert n'est plus roi. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui sera très important dans la suite de la série. Mais pour revenir sur la Talbot, j'ai trouvé que le personnage avait été très bien développé sur la fin de saison. Et c'est une des forces de Vikings, c'est que les personnages qui, dans un premier temps, sont très en retrait, arrivent à avoir une vraie place dans la série et à finalement révéler des acteurs et des actrices qui sont vraiment excellents. Et ça, je trouve que c'est très positif. Oubé est dans le même cas. C'est un fils de Ragnar très en retrait. Et dans les derniers épisodes, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Tout comme Harald, le roi Harald, pardon, qui, avec sa romance et le fait que, il est le cœur brisé par cette femme qui avait promis de l'attendre et que finalement s'est mariée, tout cet aspect-là développé sur Harald rend le personnage absolument ignoble, mais en même temps attachant. Ce qui est un petit peu le paradoxe, et également la relation avec son frère. Et je pense que cette scène-là et cet arc développé sur la promise d'Harald est plus important dans le développement de ce personnage-là, donc Harald, et de son frère, que tout ce qu'on avait déjà vu dans la série. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un roi et son frère qui étaient là. On savait que c'était finalement des traîtres, mais ils suivaient les Vikings pour le prestige de faire des raids. Mais il n'y avait rien d'autre développé à côté de ça. Et là, par contre, outre le fait qu'il manigance contre Lagartha, il y a également cette histoire-là, et il y a un vrai contenu. Et notamment, c'est à ce moment-là qu'on comprend toute l'importance du fait que le frère d'Harald, donc qui s'appelle Halfdan, que Halfdan décide de suivre Bjorn. Ça, c'est, je trouve, très important et vraiment mis en valeur par ce choix scénaristique fait par Michael Hirst, le créateur de la série. Revenons maintenant sur les frères de Bjorn, j'allais dire, mais enfin les fils de Ragnar tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà ? Bon, déjà, ils ont réglé le compte à Egbert. Je trouve que le fait que Bjorn n'ait pas cédé à Ivar et laissé à Egbert le choix de mourir, c'est très juste de la part de Bjorn. Ça permet également à Egbert, qui était un personnage très important dans la série, d'avoir une sortie digne. Avec, donc, on entend Athelstan, on entend, me semble-t-il, Ragnar également dans ses dernières pensées. Et les propos d'Egbert qui dit qu'il aimait Ragnar et qu'il avait une estime immense pour Ragnar. Toute la fin, je trouve, d'Egbert est excellente. Et le comportement de Bjorn aussi, parce que Bjorn avait, dans les derniers épisodes, été très en retrait, était continuellement en conflit avec Ivar, mais plus dans le mode c'est moi le patron et tu te tais. Là, Bjorn a une attitude que je trouve très juste. Alors, ils ont développé sa romance avec Astrid qui, à mon avis, peut poser de gros problèmes dans la série. On verra ça plus tard. Mais Bjorn est, je trouve, un petit peu redoré son blason, puisqu'il y avait notamment beaucoup de commentaires sur la chaîne qui disaient que Bjorn était devenu antipathique, ce qui m'embêtait beaucoup parce que je trouvais que Bjorn était un des personnages les plus intéressants dans les fils de Ragnar. Là, il s'est un petit peu amélioré sur la fin. Mais celui dont il faut incontestablement parler, c'est Ivar. Ivar le désossé, qui est incontrôlable et qui, dans cette fin de saison, pour moi, oscille toujours entre une grande immaturité, l'incapacité de se contrôler, des idées qui sont très bonnes. C'est lui qui donne la victoire finalement aux Vikings face à l'armée d'Athelwulf, avec son plan. Il est très charismatique, notamment sur son char qui lui a été construit par Floki, mais à côté de ça, il a toujours ce côté très nerveux, il fait des remarques qui sont, je trouve, particulièrement stupides, et il est encore très loin de ce que lui a promis son père, de devenir le grand chef viking, parce qu'à la fin il dit oui, restez avec moi, etc. Mais dans les faits, j'ai pas du tout trouvé son discours pertinent, convaincant, enfin... Donc pour l'instant, Ivar est en pleine formation, et le fait qu'il tue son frère Sigurd sur un... ou Sigurd, parce que Sigurd, c'est quand on a très soif qu'on a Sigurd. Pardon, excusez-moi. Mais notre ami Sigurd décédé d'un coup de hache d'Ivar, c'est à partir de là que je trouve que le final glisse sur un penchant un petit peu délicat. J'ai trouvé cette scène plutôt
raté. Pourquoi ? Parce que Björn vient juste de partir, donc il doit être à 10-20 mètres. Et Björn ne revient pas quand il entend la scène et quand il comprend. Enfin, il doit le comprendre, c'est pas possible autrement. Toute la scène, tout le public est sur le cul. Les frères hurlent. Pourquoi Björn n'est pas là ? Et la réaction d'Oubé et de Zvitzek, ils ont vraiment des noms à dormir debout. Zvitzek, pareil, m'étonne un petit peu. Pourquoi est-ce que Oubé s'entend ? Là, par exemple, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup dans cette scène-là, c'est que Oubé sent que Ivar va être un vrai problème. Il le sait déjà. Mais là, maintenant que Sigurd est tué, la seule chose que devait faire Ubbé, c'était tuer Ivar immédiatement. Parce que là, les Ubbé et Zutsek, ce sont les prochains sur la liste. Ivar est incontrôlable. Ivar veut être le chef des Vikings. Il n'y a pas d'autre solution que soit ses frères se mettent à ses côtés et disent amen à tout ce que propose Ivar, soit il s'enfuit, soit il le tue. Et Ubbé aurait dû, à mon avis, à ce moment-là, réagir. Bien évidemment, dans l'histoire, c'était totalement impossible. Ivar est trop important pour la suite de Vikings. Mais la mort de Sigurd, finalement, n'a d'intérêt que de montrer qu'Ivar est vraiment incontrôlable et un danger. Un danger pour sa fratrie aussi. Donc on le savait déjà, parce qu'il avait déjà tenté de le tuer, Sigurd. C'était le forgeron. Si le forgeron n'était pas intervenu et en bloquant le poignet d'Ivar, Sigurd était mort. Cette fois, il est mort. C'était le fils de Ragnar le moins intéressant de la série, et de loin, je trouve. Parce que Zvitzek aussi a, à mon avis, beaucoup de choses à apporter dans la série. Sigurd moins. Donc il va pas spécialement nous manquer, mais en tout cas ça en dit long sur le personnage d'Ivar. Et enfin j'aimerais terminer ce tour d'horizon des personnages par Floki. Floki et Helga. Donc Helga avait pris sous son aile une petite fille arabe qui était tout simplement kidnappée, il n'y a pas d'autre mot. Et c'était un peu dans la folie d'Helga qui voulait à tout prix en faire sa fille. On comprend très vite quand la petite fille s'enfuit et que Floki la récupère, qu'elle est absolument terrorisée par l'attitude d'Helga. Floki comprend qu'il y a un vrai problème et que ce problème, ils vont se le farcir, à mon avis, longtemps. Bien évidemment, Floki ne pensait pas que la petite allait tuer Helga. Et Floki en sort totalement dévasté on le voit par la perte de sa femme, qui était, il l'explique très bien d'ailleurs à Björn, c'est la dernière partie de lui-même qui s'est envolée avec la mort d'Helga. La première partie c'était donc sa fille, la deuxième c'était Ragnar, la troisième c'est donc sa femme. Après moi je pense aussi que la mort d'Atelstan a dû beaucoup peser également à Floki, parce que c'est lui qui l'a tué. Et Ragnar lui en a beaucoup voulu, et je pense que Floki a vu toutes les conséquences de la mort d'Atelstan, et que c'est aussi une infime partie de Floki qui s'évapore avec avec le crime commis contre Atelstan. Mais là, la mort d'Helga dévaste Floki, qui s'en va. Il n'est pas là à la fin, dans les dernières scènes. Et donc, on a tout ce groupe qui est un petit peu disloqué. On a Lagertha qui est tout seul à Kattegat et qui va attendre notre ami Harald Fineher, décidément j'arrive pas à retenir son nom, qui va lui revenir. Quid, on verra ça dans la vidéo sur la saison 5. On a Halfdan, son frère, qui part avec Björn, Björn part en Méditerranée, et ça on le savait, puisque le tournage de la saison 5 est en partie dans la Méditerranée. Et puis on a Ivar, qui devrait rester avec Ubbé, je pense, peut-être même Zutsek, en Angleterre. Il y aura une opposition, bien sûr, avec Aethelwulf et plus tard avec Alfred, donc le fils d'Athelstan. Donc ça, on voit un petit peu comment ça va se dessiner. Et c'est à ce niveau-là que s'arrête finalement la saison. Elle ne s'arrête pas tout à fait là, puisqu'il y a une scène finale que je vais évoquer après. Donc voilà, un petit peu, tout ce groupe s'éparpille. Et j'ai envie de dire quel gâchis. Ragnar s'est sacrifié avec un plan incroyable pour permettre à ses fils de s'unifier pour le venger et envahir finalement l'Angleterre, en tout cas prendre en Angleterre un territoire. C'était vraiment le plan de Ragnar. Il se réalise à la perfection, mais ses fils, s'entre-déchirent. Ils sont incapables de rester unis, et c'est ce qui va leur coûter très probablement leur perte, à tous. On va Björn qui va aller en Méditerranée
qu'est-ce qui nous dit que Björn va triompher là-bas? Qu'est-ce qui nous dit que Ivar ou Bezvitsek vont réussir à tenir l'Angleterre? Qu'est-ce qui nous dit que Lagertha ne va pas perdre Kattegat? Au final, j'ai envie de dire, le terrible sacrifice de Ragnar, parce qu'il nous manque dans chaque épisode, même si la série, je trouve, a réussi à rebondir malgré son absence, j'ai envie de dire, là, pour l'instant, c'est un petit peu du gâchis. Donc on verra dans la suite de la saison. Et enfin, terminons par cette scène qui est pour moi la fausse note de cette saison 4 de Viking. Michael Hirst a embauché pour la saison 5 l'acteur Jonathan Rhys-Meyers, qui jouait Henry VIII dans Les Tudors, qui est l'autre création de Michael Hirst, et il décide de l'introduire dans une première scène. On savait que Jonathan Rhys-Meyers jouait dans le final, on le voit dans le générique. Moi, quand j'ai vu son nom dans le générique, j'étais super content parce que je suis un immense fan des Tudors, ça fait partie de mes séries préférées. D'ailleurs, notez que le nom de Travis Fimmel n'est plus dans le générique. Le premier nom au générique maintenant, c'est celui de Floki, suivi de celui de Lagertha. Moi, je dis peut-être l'inverse. Oui, je crois que c'est Lagertha en premier, ensuite Floki. Peu importe. D'ailleurs, celui également de Rollo n'est plus au générique. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc, Jonathan Rhys-Meyers arrive dans le final. Et moi, j'étais persuadé, avec les infos qu'on avait, c'est-à-dire que Jonathan Rhys-Meyers joue Imond, qui est un évêque un peu templier, puisque c'est un évêque guerrier fornicateur qui s'inflige des blessures quand il a péché. Mais c'est un grand guerrier, et Michael Hirst l'a présenté comme ça. C'est quelqu'un qui se bat très bien, c'est quelqu'un qui a une vraie compétence en matière de stratégie militaire, etc. J'étais persuadé que, étant donné que c'est un proche et un conseiller d'Athelwulf, moi je pensais qu'Athelwulf en fuite allait retrouver Imund. Et non. En fait, il n'y a aucun lien entre l'introduction de Jonathan Rhys-Meyers et le reste de la saison. On voit Jonathan Rhys-Meyers pratiquer des obsèques, et puis ensuite balancer une petite phrase comme ça coquine à la veuve, faire un coït avec la veuve de manière assez brutale dans sa chapelle, et ensuite Jonathan Rhys-Meyers qui visiblement s'inflige en tout cas s'en veut, je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il se fouette, on n'a pas le temps de voir. Et puis on voit son épée, et on se dit, oh mon Dieu, ils introduisent un grand méchant dans Viking. Mais cette manière de faire n'est pas digne de ce que fait Michael Hirst depuis le début sur Viking, ou ce qu'il a fait dans les Tudors. Est-ce qu'il a été pressé? Est-ce que c'était une obligation d'introduire Jonathan Rhys-Meyers de cette manière? Moi, j'aurais largement préféré qu'on ne voit pas du tout Jonathan Rhys-Meyers dans cette saison, et qu'on le voit en début de saison 5. Cette scène-là, elle est sacrément mal foutue. On a vraiment l'impression que... il fallait le montrer, donc allez hop, on le montre, et puis tant pis. Il y avait quand même vraiment mieux à faire pour introduire Jonathan Rhys-Meyers, parce que là, pour le coup, en plus, on a l'image d'un évêque un peu vulgaire, fornicateur, qui sait, pourquoi. On a un peu l'impression de voir une scène post-générique, vous savez, d'un film, où on est persuadé que tous les méchants sont morts, et au final, il y en a un autre, et puis on le connaît pas, et puis on se dit, oh mon Dieu. C'est un peu la scène d'X-Men Days of Future Past, scène post-générique, boum, un truc qui n'a rien à voir avec le film, grand méchant égyptien, on comprend que c'est Apocalypse, et puis le film s'arrête. Là, le Viking, c'est pareil avec Imund, qui est introduit de manière assez grotesque, je trouve. C'est dommage, mais ça n'enlèvera en rien l'immense qualité de cette saison 4 de Viking. Je vous le dis en avant-première. Dans Cult & Geek, on a notre cérémonie un peu à nous des Awards, qui est les Cult & Geek Awards. Aucune prétention là-dedans, c'est entre potes, c'est un délire. Et chaque année, on choisit notre série préférée de l'année. Et pour moi, en 2016, c'est Viking. Alors que les autres années, et pourtant je regarde Viking depuis le début, depuis le premier épisode, j'ai regardé chaque semaine, Viking ne faisait pas partie de mon top. Et là, très honnêtement, la saison 4, c'est ce que j'ai vu de mieux en 2016 à la télé, devant Narcos, devant Stranger Things, devant Westworld, devant Game of Thrones, devant Penny Dreadful, devant Peaky Blinders, et devant d'autres séries très bonnes que j'ai vues cette année et dont j'ai complètement oublié le nom à cette heure-ci, parce qu'il est quand même sacrément tard. Voilà, donc on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai réussi à être cohérent quand même, parce que l'exercice de parler tout seul devant la caméra avec juste des noms en notes, et puis le plan dans sa tête, et puis vas-y que je bafouille, ça n'est pas facile. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Sachez qu'il y a une nouvelle vidéo sur Viking qui va sortir, qui a déjà l'article sur le site, qui s'appelle Viking tout sur la saison 5. C'est moi qui l'ai écrit, donc globalement je dirais à peu près la même chose.
non, puisque je ne vais pas le lire, hein, bêtement non plus, dans la vidéo. Et puis, voilà, n'oubliez pas le site cultechnique.com, j'ai déjà dit. Les Twitter de toute l'équipe, Ncardel, Greg isbigby, le mien YGKR, mon Instagram également YGKR si vous voulez. Et puis on salue Daniel qui est à la réalisation et qui est resté bien tard pour vous permettre d'avoir la vidéo Viking. Sur ce, je vais dormir, bonne nuit.